Même s'il est très souvent en France, il reste très attaché à sa terre natale, la Pologne, Varsovie, où il nous reçoit ce soir. Son regard sur le pays, ce n'est pas du cinéma, puisque c'est tout de suite dans Faut pas rêver. Bonsoir et bienvenue à Varsovie, dans la vieille ville qui est beaucoup plus récente que vous l'imaginez. Vous le lirez dans tous les livres d'histoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, après l'insurrection populaire, Hitler a fait raser les murs et de ce quartier, il ne restait qu'un tas de pierres à l'issue du conflit. Reconstitution méticuleuse, regardez, voici le résultat, mais le charme retrouvé n'effacera jamais pour autant toutes les plaies de ce passé dramatique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est dans ce quartier, dans cette vieille ville, que nous retrouverons dans un instant notre invité de ce soir. Un homme qui s'est beaucoup investi pour faire vivre la culture de son pays, un réalisateur de cinéma que l'on croit souvent être français, mais qui est né et qui vit en Pologne. Zulawski, c'est un peu l'enfant terrible du cinéma. Provocateur, sulfureux, érotique, diable polonais sont en général les mots utilisés par les critiques à son sujet. Encore ! C'est vrai que le cinéma d'Andrzej Zulawski a quelque chose de surprenant. Mouvementé, dérangeant, en 1972, censuré en Pologne, il vient tourner en France. Dans ses films, Zulawski met à nu ses actrices et tourner avec lui est un exercice périlleux. De Romy Schneider à Adjani, en passant par Caprisky ou Sophie Marceau, toutes se sont prises au jeu. De temps en temps, ce n'est pas assez! Vous êtes en pleine crise. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Andrzej Zulawski, le cinéma français ne s'ennuie pas. Réveillons-nous, hein. Andrzej Zulawski, bonsoir. Est-ce que c'est pas finalement un peu difficile d'avoir comme ça deux capitales, Paris, Varsovie, d'avoir des publics différents quand on est réalisateur, écrivain? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas choisi ce destin. J'ai fait des films interdits en Pologne, je me suis retrouvé en France, j'ai fait du cinéma à Paris, avec beaucoup de bonheur, je dois dire. Mais c'est quand même ma ville, c'est quand même ma langue, c'est quand même ici que je me sens sans doute le mieux au monde. Et c'est une possibilité de se réfugier d'un côté ou de l'autre quand ça va pas bien? Pendant 10 ans, je ne pouvais pas rentrer ici du tout. Et puis quand le pays a basculé dans ce qu'on appelle le capitalisme, me revoilà, quoi, le plus souvent possible. Oui. Vous avez des mauvais souvenirs de la Pologne? Est-ce que oui, mais vous avez quand même un bon regard? La plupart des Polonais ont des mauvais souvenirs de la Pologne. Et pourtant, vous êtes chez vous ici, on dirait que c'est votre ville de cœur, Varsovie. Oui. D'abord, c'est pas une ville, hein. C'est une ville qui a été créée artificiellement quand la Pologne est devenue le plus grand pays d'Europe et l'ancienne capitale s'est trouvée trop loin de l'Est, si vous voulez. Il n'y avait qu'un village de pêcheurs ici, du sable, et puis quelques aristocrates qui ont construit de beaux palais. Ils construisaient des palais pour venir élire le roi ou une session de parlement ou Dieu sait quoi. Alors, il y a des palais, il y a eu un pouvoir communiste aussi. Il y a quand même des dualités très fortes ici, dans cette ville. Ça se vit comment? C'est le caractère des Polonais, ça? Vous savez, l'histoire de Pologne, on ne va pas faire un cours qui va ennuyer absolument tout le monde. C'est une des histoires les plus torturées, les plus compliquées. Mais ici, on a l'exemple de ces contradictions dans cette ville. Oui, par exemple, là, nous nous trouvons dans un quartier qui a été totalement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu l'insurrection de Varsovie, avec son cortège de morts, et ensuite Hitler a donné l'ordre de raser ce qui reste de Varsovie. Donc tout cela n'existait pas, hein. Il n'y avait rien, des ruines. Et quand on a reconstruit ce quartier, on s'est aperçu que tous les plans avaient brûlé, il n'y avait plus rien. Et on a reconstruit ce vieux quartier en regardant des vieilles toiles de Canaletto du XVIIIe siècle, le peintre italien qui a vécu longtemps ici, et qui ont été planquées sous l'occupation allemande. On les a ressorties, et comme elles étaient minutieuses, on a refait la vieille ville. Alors c'est encore un truc surréaliste, ça. Voilà, et ça illustre assez bien le destin épique
de ce qui s'est passé. Un joyau, une ville qu'on va quitter. On va effectivement s'éloigner de la capitale, de Varsovie, pour découvrir à la campagne un autre mode de vie et des traditions apparemment bien ancrées en Pologne. À Zakopane, dans le sud de la Pologne, les arbres sont aussi hauts que les immeubles. À Zakopane, les villageois sont aussi des ouvriers du bois et chacun y a construit sa propre maison. Pas de peinture, pas de vernis, le style se veut naturel et traditionnel. Depuis toujours, on se transmet les techniques de menuiserie et d'ébénisterie. Pour construire ces maisons entièrement en bois, il faut entre 6 et 10 troncs d'arbres. Et si le bois est de bonne qualité, vous en avez pour 400 ans. Aujourd'hui, la technique des charpentiers de Zakopane s'exporte bien. Le succès est tel que beaucoup travaillent même au Canada et aux États-Unis. À Zalipier, un autre village du sud, c'est l'extérieur des maisons qui intéresse les villageoises. Alors les filles, qu'est-ce que vous compotez? Ça a l'air d'avancer pas mal. À chaque printemps, les femmes du village peignent des fleurs sur les murs, des dessins qu'elles réalisent sans modèle et à main levée. Chaque année, les familles doivent inventer de nouveaux assortiments de fleurs, une sorte de signature pour se démarquer du reste du village. Certaines puisent leur inspiration aux origines de cet art populaire lorsqu'on utilisait une seule couleur, le blanc ou le noir, en contraste avec la surface recouverte. Un art, une tradition, une passion, quel que soit l'âge. Et pour commencer, la niche est un bon exercice. Andrzej Zulawski, on a quitté le cœur de Varsovie, on s'est réfugié chez vous, un petit peu à l'écart quand même du centre-ville. Ces chaumières, ces maisons en bois, cette peinture, cette tradition, c'est vraiment, je vais dire, une image de marque de la Pologne. Il m'est un peu difficile d'expliquer ces choses rapidement, parce que vous vous trouvez dans un pays en transition. Zakopane, qu'on a vu, qui est la capitale, si vous voulez, des sports d'hiver de Pologne, c'est l'Avoriaz polonais. Et aujourd'hui, c'est inondé de béton. Ce sont des gratte-ciel pratiquement qui ont poussé au pied des montagnes. Et ça, c'est la Pologne nouvelle. D'accord. Là, vous avez dans cette construction de bois, ces peintures faites par ces femmes surtout, à Zalipier, c'est en effet quelque chose d'antan. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas tout à fait d'antan. Ce sont les communistes qui ont poussé le développement de ces choses, de cette espèce d'art folklorique populaire, puisque la Pologne s'appelait populaire. Et pour contrecarrer les intellos capables de faire des trucs extravagants, du surréalisme, des choses très modernes, on poussait cette espèce de culture du peuple, culture folklore, en avant. Et ces gens-là, on leur a réappris à peindre leur maison. Ce qui veut dire aussi que le communisme n'avait pas que des mauvais côtés, puisque c'est en effet très joli. Mais c'est légèrement artificiel. Oui. D'accord. Le bois, la peinture, ce sont des matières et des couleurs auxquelles vous tenez. Chez vous, il y a du bois et il y a de la couleur, de la peinture. Oui, oui. Et ce qui était joliment dit dans ce petit commentaire, c'est qu'en effet, ces artisans du bois sont des maîtres dans le monde. Et c'est vrai qu'ils vont à peu près partout. Oui, c'est fort parce qu'ils ont ils sont d'habitude assez éméchés, puisqu'il faut une espèce d'esprit pour créer. Et tout se taille avec une petite hache comme ça. Les gonds qu'on met sur le toit, n'est-ce pas, se taillent un à un. Donc c'est un travail tout à fait minutieux et qui est aujourd'hui hors de prix même pour les Polonais. Un coup d'œil à présent sur la ville qui fut la capitale avant Varsovie, je parle de Cracovie, qui elle aussi est inscrite, je crois, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, on va suivre le guide, mais pas le guide touristique, je vous rassure. Cracovie est une belle ville emblématique qui date du XIe siècle. En 1948, Cracovie présentait un gros défaut. C'était la ville la plus ouvertement hostile au nouveau gouvernement. À l'époque, pour déstabiliser cette ville d'intellectuels, le régime décide de construire à 7 km de là une nouvelle ville, Nowa Huta. Nowa Huta, l'ouvrière, contre Cracovie, la culturelle. Dans le centre de Nowa Huta, on construit l'usine de sidérurgie chargée de fournir l'acier pour toute la Pologne. Une immense usine qui attire des milliers de paysans, d'artisans, qui deviendront les sidérurgistes de la nouvelle Pologne communiste.
Pour le régime, Nowa Huta doit devenir la ville des ouvriers heureux. Et pour loger ces dizaines de milliers d'ouvriers, on construit à tour de bras beaucoup de logements. L'usine se mettait à produire de plus en plus. Les gens voulaient s'installer et ils ne savaient pas où aller. On avait besoin de beaucoup d'appartements. Nowa Huta a donc été dessiné très vite. Et c'est pour ça qu'ici, tous les bâtiments se ressemblent. Moi, par exemple, pour dessiner ce quartier, on ne m'a donné que quelques jours. Alors j'ai fait de mon mieux. C'était ça ou sinon ils m'ont dit qu'ils alignaient 40 bâtiments comme ça, les uns à la suite des autres. Des immeubles, des écoles, mais pas d'église pour la ville nouvelle. En construisant Nowa Huta, le régime pensait faire taire la rébellion de Cracovie. Ce fut un échec. En 1970, Nowa Huta était un des foyers d'opposition les plus actifs contre le gouvernement. Andrzej, il y a encore un contraste fort. Il n'y a que ça dans votre pays finalement. Ah oui, c'est un pays qui est passé par tellement de phases, de stades et de batailles. Ça a été construit parce que Cracovie est la seule ville dans les élections qui suivaient la guerre où on n'a pas réussi à falsifier les résultats. C'est-à-dire véritablement le résultat était contre les communistes et contre le nouveau régime. Et on a construit cette ville qui a coûté une fortune à ce pays puisque, comprenez, c'est une région très pauvre de la Pologne autour de Cracovie. Il n'y a que du sable. Donc on a construit sur du sable de l'autre côté de la Vistule une énorme aciérie qui était à un moment donné la plus grande d'Europe, je crois, mais avec des techniques archaïques, avec des trains qui venaient de Silésie, donc qui se tapaient 300-400 km pour amener le minéraux, et pas d'eau. Donc l'eau arrivait aussi par ailleurs. Donc c'était dès le début un truc impraticable, un truc fou, l'économie communiste, vraiment. Et on a fait venir donc des paysans pour meubler ces immeubles, pour habiter ces immeubles, et pour faire l'acier, n'est-ce pas? Cet acier est invendable, était toujours invendable, il est de très mauvaise qualité. Et là où le régime, qui ne comprenait pas grand-chose à la structure sociale de la Pologne, s'est vraiment cassé la figure, c'est que les paysans sont l'élément le plus catholique, le plus conservateur du pays. Donc les mettre dans ces hideuses maisons n'a fait qu'une espèce de flambée de catholicisme. Ils se sont battus pour faire une église, dresser une croix, etc. Grand ratage. Par contre, grand désastre, c'est-à-dire cette usine, qui s'appelait d'ailleurs du nom de Lénine, a pollué Cracovie à un degré insensé. Elle continue d'ailleurs. Mais comment on fait à chaque fois pour rebondir en Pologne? C'est quoi? C'est le caractère des Polonais qui fait que... Ben, je sais pas. On regarde ça, je veux dire, vous avez de l'humour quand vous regardez ça. Ben oui, c'est très drôle, je connais bien cette ville, j'ai tourné. Vous savez, c'est un pays indomptable, vous pouvez leur appliquer le fascisme allemand, le communisme. 3 empires gigantesques ont dépecé ce pays en 1793, la Pologne n'existait pas jusqu'en 1918. On a eu le communisme, on a eu tout ce que vous voulez. On a eu 6 millions de morts pendant la guerre. Eh bien, il n'y a rien à faire. Ce sont des gens épouvantablement forts. Vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, des 6 millions de morts en Pologne, dont 3 millions de Juifs. La communauté juive, elle, a toujours ses repères à Varsovie. Au centre de Varsovie, la nature a repris ses droits pour protéger quelques 250 000 tombes oubliées. Dernier témoignage de la plus grande communauté juive d'Europe. Avant la guerre, il y avait 350 000 juifs à Varsovie. Ce lieu était soigné, sans aucun arbre ni plante. Chaque stèle ici nous raconte l'histoire des gens. S'ils étaient craints ou respectés, religieux ou assimilés, érudits, rabbins ou sionistes. Mais tous parlaient le yiddish, la langue de la nostalgie. Baruch Berman a fait partie de ce monde perdu. Il a survécu à la guerre en se cachant à la campagne, mais en 1950, après la mort de sa femme, il décida de partir pour Israël. Je n'ai plus beaucoup de famille vivante. La plupart est morte ou gazée. C'est ça qui m'attire vers Varsovie, où se trouvent les tombes de ma femme, mon père et mon grand-père. Je ne savais pas où mon père était enterré. C'est lui, c'est Chenitzer, qui l'a trouvé. Maintenant, il faut qu'on trouve mon grand-père. Mordechai Berman, c'est ton grand-père. Ben Rab Moshe
Moi, c'est Doubi. À Lévis. Moi aussi, je suis un Lévis. C'est heureux. Et comment? Si j'avais gagné 100 millions, je serais encore plus heureux. Mais là aussi, je suis heureux. Petit écrin discret d'une page douloureuse quand même du pays. Vous pensez que ça restera tel quel comme ça? Bah oui, parce que la communauté juive est trop petite pour s'occuper véritablement de réhabiliter tout ça. Et